L'organisation sioniste mondiale, si le simple hasard à tout moment produit des hommes tels que Karl Marx et le docteur Theodor Herzl au moment où leurs actes peuvent mener à des conséquences destructrices hors de proportion avec leur propre importance, alors le hasard au siècle passé a été enrôlé dans la conspiration contre l'Occident. L'explication la plus probable est qu'un contrôle supérieur était déjà en charge de ces événements et qu'il choisit, en tout cas, utilisa Herzl pour le rôle qu'il joua, la brièveté de sa course à travers le firmament comme celui d'une étoile filante, la manière dédaigneuse avec laquelle il fut rejeté une fois sa tâche terminée et sa fin malheureuse appuierait toutes ces explications. Ceux qui ont connu Vienne et son atmosphère à notre siècle comprendront Herzl et l'effet qu'il eut, une monarchie déclinante et une noblesse chancelante, une chasse de juifs s'élevant soudainement et rapidement dans les sphères les plus hautes. Cette chose faisait grande impression parmi les populations juives. Le docteur Herzl, plutôt que la New Press, leur disait maintenant comment allait le monde et informait les politiciens sur ce qu'il fallait faire. Et obséquieux dans les cafés où l'on bavardait s'empressait de servir Docteur, c'était entièrement nouveau et existant. Les Herzl et les Blowitz de cette époque étaient remplis de suffisance, et quand le docteur Herzl émergea comme le faux héros autoproclamé de Sion, les Juifs de l'Ouest en restèrent frappés d'une crainte révérentielle et incertaine. Si le docteur Herzl pouvait parler de cette manière aux grandes puissances, peut-être avait-il raison, et le santédrin napoléonien avait-il eu tort. Était-il vrai que la politique se faisait dans le bureau du docteur Herzl et non sur la Bolosplatz? Si un juif de Russie avait écrit l'État juif ou avait essayé de fonder une organisation sioniste mondiale, les juifs de l'Ouest l'auraient ignoré, car ils craignaient la conspiration de l'Est et suspectaient au moins ses applications. Mais si le docteur Herzl, un juif occidental entièrement émancipé, pensait que les juifs devaient s'isoler de nouveau, l'affaire devenait sérieuse. Herzl affirmait que l'affaire Dreyfus l'avait convaincu de la réalité de l'antisémitisme. La mention du terme était alors assez récente, bien que le docteur Castaing cherche à montrer que l'état d'âme dénoté par ce terme est immémorial, disant, ouvrez les guillemets, il existe depuis l'époque où le judaïsme entra en contact avec d'autres peuples d'une façon un peu plus forte que l'hostilité de bon voisinage. Selon cette définition, dans la guerre, la résistance et de l'antisémitisme et les voisins, dans les guerres tribales des époques antiques auxquelles il se référait, étaient des sémites. Cependant, les mots « un contact dépassant une hostilité de bon voisinage » offrent un bon exemple de populisme sioniste. Quoi qu'il en soit, le docteur Herzl déclara que le procès de Dreyfus a fait de moi un sioniste, et ces mots sont aussi vides que les mots ultérieurs de M. Lloyd George. La cétone m'a converti au sionisme, ce qui était évidemment faux. L'affaire Dreyfus donna aux Juifs la preuve complète de la validité de l'émancipation et de l'impartialité de la justice sous cette dernière. Jamais un homme ne fut défendu aussi publiquement par autant de personnes, ou aussi pleinement réhabilité. Aujourd'hui, des nations entières à l'est de Berlin n'ont aucun droit à un procès légal, et l'Occident, qui a signé l'acte de leur bannissement, est indifférent à leur situation critique. Ils peuvent être emprisonnés ou tués sans charge ni procès. Pourtant, en Occident aujourd'hui, le cas Dreyfus, l'exemple classique de justice, continue à être cité par les propagandistes comme un exemple terrible d'injustice. Si les arguments pour ou contre le sionisme reposaient sur l'affaire Dreyfus, le mot aurait dû disparaître de l'histoire à ce moment-là. Néanmoins, le docteur Herzl exigeait que la souveraineté soit accordée sur une partie du globe assez grande pour satisfaire les prérequis légitimes d'une nation. Il ne spécifiait aucun territoire particulier et ne pencha pas particulièrement pour la Palestine. Pour la première fois, l'idée de ressusciter un État juif fit l'objet de discussions vives parmi les Juifs. Le Jewish Chronicle de Londres décrivit son livre comme étant l'une des déclarations les plus étonnantes qui ait jamais été avancée. Herzl, ainsi encouragé, vint à Londres, qui était alors le centre du pouvoir, et le reste toujours, pour faire campagne pour son idée.
Après des conférences réussies dans East End de Londres, il décida d'appeler à un congrès des Juifs pour soutenir cette dernière. En conséquence, en mars 1897, les Juifs du monde entier furent invités à un voyage des délégués à un congrès sioniste, un contre-santédrin à Munich, en août. Les Juifs occidentaux s'y opposèrent catégoriquement. Les rabbins d'Allemagne et ensuite les Juifs de Munich protestèrent et le lieu du rassemblement fut déplacé à Bâle, en Suisse. Les Reformed Jews of America avaient annoncé 2 ans plus tôt qu'ils ne s'attendaient ni au retour en Palestine ni au rétablissement d'aucune des lois concernant l'État juif. Une chose les plus curieuses à relater aujourd'hui, quand le rabbin Stephen Wise, en 1899, suggéra un livre sur le sionisme à la Jewish Publication Society of America, le secrétaire répondit « La société ne peut se risquer à publier un livre sur le sionisme ». Quand le congrès d'Herzl eut lieu, la plupart des 197 délégués venaient d'Europe de l'Est. Ce groupe d'hommes fonda alors une organisation sioniste mondiale qui a proclamé comme objectif la nationalité juive et un foyer obtenu officiellement, garanti légalement, et Herzl déclara « L'État juif existe ». En fait, quelques juifs prétendant parler pour tous les juifs, mais désavoués de manière véhémente par de nombreux corps représentatifs de la communauté juive occidentale, avaient tenu une réunion à Bâle et c'était tout. Néanmoins, la proposition, pour ce qu'elle valait dans ces circonstances, avait enfin été mise sur la table des affaires internationales. Le Congrès fut en fait un santédrin convoqué pour annuler les aveux faits par le santédrin napoléonien 80 ans plus tard. Ce santédrin-là avait rejeté la nationalité séparée et toute ambition de former un État juif. Celui-ci proclama une nationalité séparée et l'ambition d'un État. Revenant là-dessus, 50 ans plus tard, le rabbin Elmer Berger fit observer, ouvrez les guillemets, c'était cela, le fossé du nationalisme juif qu'on devait creuser entre les juifs et les autres êtres humains. C'était cela, était le moule permanent du ghettoïsme à l'intérieur duquel l'existence juive au sein des nations non émancipées devait rester comprimée pour que les processus autogénérés d'émancipation et d'intégration ne puissent pas entrer en jeu. Le santédrin napoléonien avait un défaut de base, maintenant révélé, dont Napoléon put bien ne pas être conscient. Le santédrin représentait les Juifs de l'Ouest, et on peut raisonnablement s'attendre à ce que Napoléon connût la force de cette masse compacte de Juifs de Russie gouvernée par le Talmud satanique, car le docteur Herzl, qui aurait dû savoir cela, l'ignorait. Il en fit la découverte à ce premier congrès sioniste mondial convoqué par lui dans une telle attente confiante de soutien massif. Ouvrez les guillemets. Et alors, une communauté juive russe s'éleva sous nos yeux dont nous n'avions pas même soupçonné la force. 70 de nos délégués venaient de Russie et il était évident à chacun d'entre nous qu'ils représentaient les opinions et les sentiments de 5 millions de juifs de ce pays. Quelle humiliation pour nous qui prenions notre supériorité pour acquis. Le docteur Herzl se retrouva face à face avec ses maîtres et avec la conspiration qui par lui était sur le point d'entrer en Occident. Ils avaient déclaré la guerre à l'émancipation et comme de nombreux successeurs, ils étaient inconscients de la nature de la force qu'ils avaient libérée. On le laissa bientôt sur le bord de la route, joueur de clairon dont la tâche avait été accomplie, tandis que les véritables administrateurs prenaient la main. Il avait forgé l'instrument qu'ils devaient utiliser dans leur attaque contre l'Occident. Le docteur Weizmann, qui devint le véritable leader, voit clairement que, ouvrez les guillemets, ce fut la contribution durable du docteur Herzl au sionisme que d'avoir créé une autorité parlementaire centrale pour le sionisme. C'est la première fois dans l'histoire de l'exil de la communauté juive qu'un grand gouvernement avait officiellement négocié avec les représentants élus des juifs. L'identité, la personnalité légale des juifs avait été rétablie. Le docteur Weizmann sourit probablement intérieurement quand il inclut les mots parlementaires et élus. La phrase du milieu contient le fait important. On ne pouvait prêter autorité aux juifs réunis à Bâle et qui était évité par la majorité des juifs de l'Ouest ainsi qu'à leur déclaration que par le biais d'un événement qui à ce moment-là semblait inimaginable, à savoir qu'il soit reconnu par une grande puissance. Cette chose inconcevable arriva quelques années plus tard
quand le gouvernement britannique offrit l'Ouganda au docteur Herzl, et ceci est l'événement auquel le docteur Weizmann se réfère. À partir de ce moment, toutes les grandes puissances de l'Occident acceptèrent de fait les talmudistes de Russie comme représentants de tous les juifs. Et dès ce moment, la révolution sioniste entra aussi en Occident. Ainsi finit le siècle de l'émancipation qui avait commencé par une si brillante perspective de participation commune. Et les mots prescients de M. Houston Stewart Chamberlain, écrits juste avant le congrès du docteur Herzl à Bâle, devinrent immédiatement vrais et une réalité vivante, revenant sur les mots de Gottfried von Herder 100 ans auparavant. Ouvrez les guillemets. Les nations plus primitives d'Europe sont des esclaves volontaires de l'usure juive talmudique. Chamberlain écrivit au cours du XIXe siècle, ouvrez les guillemets, un grand changement a eu lieu. Aujourd'hui, Heder pourrait dire la même chose de ce qui est de loin la plus grande partie de notre monde civilisé. L'influence directe du judaïsme sur le XIXe siècle devint ainsi l'un des sujets brûlants du jour. Nous devons traiter ici d'une question affectant non seulement le présent, mais aussi l'avenir du monde, avec la formation de l'organisation sioniste mondiale, avec laquelle les grands gouvernements de l'Occident devaient traiter dans les faits comme une autorité supérieure à eux. Le sujet brûlant commença à modeler la forme entière des événements. On peut clairement remarquer en 1956, à l'heure où ce livre est achevé, qu'elle a affecté l'avenir du monde. Depuis le début de cette année, les leaders politiques des grands pouvoirs qui restent en Occident, la Grande-Bretagne et l'Amérique, ont fait observer avec de surprises affligées que la prochaine guerre mondiale pourrait à tout moment éclater à l'endroit où ils avaient installé l'État juif, et ils se sont hâtés de traverser et retraverser l'océan dans l'effort de se mettre d'accord sur quelques moyens d'empêcher cette réalisation.